Quand on dit biodiversité, on a l'impression de dire un grand mot. En réalité, ce sont toutes les formes de vie qu'il y a sur Terre, celles que l'on connaît et celles que l'on ne connaît pas encore, celles qui ont existé et celles qui viendront vraisemblablement après. Biodiversité, peut-on en faire la comptabilité? Ça, c'est la première question. Quel est le rôle que peut jouer une entreprise, que doit jouer une entreprise pour pouvoir aider la biodiversité soit à se conserver, soit à se développer? C'est la question que nous allons poser à un journaliste, un producteur, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Je vais vous demander d'accueillir avec moi Monsieur Bougrain-Alain Dubourg. Et je me rends compte que je viens d'écorcher votre nom. Beaubrin d'amour, on m'appelait à une beaucoup. époque, mais j'étais beaucoup plus jeune. Ah ben voilà, il me laisse seul au monde. Pas tant que ça. Merci de m'accueillir pour évoquer avec vous la biodiversité. J'ai un âge où on peut se retourner sur le passé et j'ai le souvenir des relations entre les associations environnementales et les entreprises. Pour être franc, c'était un peu « je t'aime, moi non plus ». Il y avait d'un côté les bonnes entreprises, celles qui faisaient des jus de fruits, puis de l'autre, les mauvaises, toutes les autres. Il a fallu, je crois, qu'il y ait le Grenelle de l'environnement pour que quelque chose de nouveau se dessine. Le Grenelle, ça a été voulu par des associations. On était 9, à l'initiative de Nicolas Hulot. Il y avait le WWF, il y avait Greenpeace, il y avait la LPO, France Nature Environnement et quelques autres. Et on avait proposé au présidentiable de faire ce Grenelle de l'environnement qui consistait à valoriser la question climatique et la biodiversité. Et le président de la République élu a joué le jeu et on s'est retrouvés autour d'une table à se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait? On s'est rendu compte très rapidement qu'au fond, derrière le climat et la biodiversité, on ne pouvait pas simplifier un Grenelle de cette manière. Il y avait trop de choses. Il y avait la santé, il y avait l'emploi, il y avait l'agriculture, il y avait les entreprises, il y avait tant de choses. On a fini par décliner quelques chapitres et peu à peu, en même temps qu'on marchait, s'est construit ce fameux Grenelle de l'environnement. Et je l'évoquais dans les coulisses avec certains d'entre vous. Et on disait, au fond, on est tous les enfants du Grenelle de l'environnement aujourd'hui, puisque après des lois qui ont été votées à l'unanimité, c'est quasiment un exploit pour la Ve République, eh bien, toutes les déclinaisons en droit aujourd'hui relèvent de la démarche du Grenelle de l'environnement qui a consisté à quoi, au fond? À mettre autour de la table l'État, les associations, le MEDEF, les collectivités. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a eu quelque chose d'assez magique. Je me souviens, Jean-Louis Borloo, quand il a fait son dernier discours avant de partir, c'était un renard, Jean-Louis, un futé. Il avait dit, et il savait très bien que ça risquait d'être ambigu, il avait dit « Ne perdez pas la magie du Grenelle de l'environnement ». Il savait bien qu'on allait la perdre avec le temps, et je le regrette. Oui, il y a eu quelque chose de magique avec ce Grenelle de l'environnement, parce qu'on est tous arrivés en tentant de faire confiance à l'autre. Ce n'est pas fréquent des choses pareilles. Et je crois que les entreprises ont découvert qu'au fond, il y avait une certaine compétence de la part des associations et on était force de proposition. Et nous, les associations, on a pu constater que les entreprises ne visaient pas seulement le greenwashing. Ils considéraient que la société était en mouvement, que le XXIe siècle se dessinait et qu'on allait probablement vivre autrement, en tenant compte de cette fragile planète. Et voilà, et on a construit ensemble, après ça s'est un peu dégradé, nos relations, je vous rassure, mais on a pu construire pas mal. Alors, je vais vous parler de biodiversité, parce que tout à l'heure, et plusieurs fois, on a déjà dit qu'il fallait rehausser la biodiversité
au même niveau que le climat. Du reste, le président Macron, au début du mois d'octobre, le disait très clairement à Marseille, lors du congrès mondial de l'Union internationale de conservation de la nature. Nicolas Hulot l'avait dit en arrivant, la biodiversité vaut autant d'énergie à dépenser que le climat. Quand le président de la République dit une chose pareille, pour moi, où les mots ont un sens, et dans ce cas-là, c'est considérable ce qu'il a dit, ou bien alors on se paye de mots. Ce qu'il a dit, si les mots ont un sens, ça veut dire qu'au même titre que le climat, la biodiversité doit être prise en compte lorsqu'on prend une stratégie commerciale, politique, que sais-je. On ne peut pas la prendre sans avoir un regard sur le vivant qui nous entoure, de même qu'on le fait pour le climat. Et par ailleurs, eh bien, on a beaucoup investi, pas assez, mais beaucoup investi pour le climat. Que fait-on pour la biodiversité? Voilà le sens des mots. Alors, c'est pas vieux, hein, ça remonte au mois d'octobre, on va voir comment les choses se présentent. Le mot biodiversité, pour tout vous dire, moi j'ai connu au début, quand j'avais 15 ans, je m'occupais déjà de protection de la nature, on employait le mot nature. Voilà. J'aimais ce mot nature, parce que la nature, c'est le réveil des sens. C'est apprendre à toucher, à regarder, à écouter, à caresser, à goûter, que sais-je. C'est vraiment une communion totale avec le reste du vivant. La biodiversité, c'est un peu froid. Et ce mot, il est sorti à la veille du sommet de la Terre à Rio, en 1992, où je m'étais rendu. Et à l'époque, on était quelques-uns à s'interroger, est-ce qu'il vaut mieux ce mot biodiversité, ou est-ce qu'on conserve la protection de la nature? Et puis, au fond, on s'est dit biodiversité, ça fait sérieux. Alors, puis de toute façon, on n'avait pas le choix, c'est ainsi que ça s'imposait. Et donc, aujourd'hui, voilà le mot d'actualité qui ne doit pas nous faire oublier cette relation sensuelle, j'ai envie de dire, avec le reste du vivant. À l'époque du sommet de la Terre, en 92, j'étais avec Haroun Tazieff, j'étais son chauffeur, voilà, je l'accompagnais dans ses conférences et on s'entendait bien. Il y avait Cousteau, il y avait Alain Bombard, il y avait, ces gens-là, c'est exceptionnel. Et moi, j'étais un peu dans leur bagage et je me souviens que il y avait 3 piliers qui étaient évoqués. Il y avait le pilier du climat, déjà, c'est la première fois qu'on commençait à dire publiquement, mondialement, le climat va être un vrai problème pour demain. Il y avait la biodiversité avec ce mot qui apparaissait, c'est-à-dire ce vivant qui nous entoure. Et puis il y avait aussi une chose importante, la misère dans le monde. La misère due singulièrement à la désertification. Voilà les 3 piliers du sommet de la Terre à Rio, qui était le début des COP. On en parlait il y a quelques instants. Malheureusement, on ne va pas dramatiser tout, mais c'est vrai qu'on a peu avancé. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec quelques dollars de plus, on pourrait changer le monde. Mais j'en reviens à ma biodiversité. Alors c'est quoi? Je vous ai dit plusieurs fois le vivant qui nous entoure. Ah bah oui, mais... Alors comme je vois que vous êtes bien assis, peut-être certains d'entre vous dorment déjà. On va revisiter le temps et remonter à 4,5 milliards d'années, pour ceux qui ont envie de dormir, mais je vais essayer de le faire court. 4,5 milliards d'années, c'est le moment où se crée la planète. Le vivant dont je parle va apparaître dans les océans 1 milliard d'années plus tard. Alors, je ne sais pas si ça vous fait la même sensation qu'à moi, mais ça donne le vertige, ces chiffres-là. Sauf pour les gens du MEDEF qui ont des grosses entreprises, qui savent ce que ça veut dire. Non, 4,5 milliards d'années. Alors, il y a eu des scientifiques américains qui ont eu l'idée très simple de réduire cette prodigieuse saga à 7 jours d'une semaine. Donc, tout commence le lundi à 0 heure, c'était il y a 4,5 milliards d'années. Eh bien, 1 milliard d'années plus tard, au moment où arrive la vie sur la Terre, c'est le mercredi à midi. On va passer très vite, on va aller tout de suite aux dinosaures. Nous sommes le dimanche
à 16 heures. À 19 heures, les dinosaures disparaissent. Et notre ancêtre, on sait que c'est un peu plus loin, on va l'appeler Lucie pour faire plaisir à Yves Coppens, mais enfin bon, on va dire 3-4 millions d'années, eh bien c'est le dimanche soir à minuit moins 3 minutes. Le Christ, c'est un quart de seconde avant minuit. Et la révolution industrielle, on va dire 19e, 20e siècle, c'est un 40e de seconde avant minuit. Ça veut dire en clair qu'en un 40e de seconde, à l'échelle de 7 jours d'une semaine, on est devenus les maîtres de la planète. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette planète ? On a flirté avec Mars, on a été sur la Lune. Je salue Thomas Pesquet, bienvenue parmi nous. Et pour autant, on ne sait absolument pas combien il existe d'espèces actuellement sur la planète. On en a identifié plus de 2 millions. Souvent, on parle de 8 millions, mais on pense qu'il peut y en avoir bien davantage. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un déclin effrayant qui s'accélère des différentes espèces. Alors, au moment où je vous parle, je le fais à la louche, mais je suis pas loin des vrais chiffres, malheureusement. Vous avez une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 5. En France, par exemple, on a perdu 30% des populations d'oiseaux en 15 ans. C'est important parce que l'oiseau est un indicateur. Là où ces populations s'épanouissent, c'est toute la chaîne du vivant qui se porte bien. Les petits mammifères, les batraciens, les insectes et tout. Là où l'oiseau disparaît, c'est la biodiversité qui s'estompe. C'est scientifiquement un indicateur. Or, on a perdu 30% des oiseaux. On a perdu les insectes. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, sur les routes, on était obligé de s'arrêter pour nettoyer les pare-brises. Oui, aujourd'hui, malheureusement, on peut faire 500 bornes sans difficulté. Sans insectes, il y a un vrai préjudice sur l'ensemble de la chaîne du vivant. Donc, on en est là, et on pourrait multiplier les exemples, mais il y en a un qui dit les choses peut-être de façon plus frappante que tous les autres. Un exemple, c'est le cas des mammifères. Les mammifères actuellement, 67% d'entre eux qui vivent sur la planète, c'est le bétail de l'homme. Les bovins, les caprins, les porcins, c'est le bétail pour l'homme. 67% des mammifères. 30% des mammifères, c'est vous et moi, les bipèdes que nous sommes. Vous faites le calcul, 67 et 30, 97% des mammifères sur la planète actuellement, c'est l'homme et son bétail. Il reste 3% pour la musaraigne, pour la baleine bleue, pour le rhinocéros ou le renard. Voilà ce qu'on a fait en un 40e de seconde. C'est ça qui est important. Et voyez-vous, on a conscience aujourd'hui qu'on ne pourra pas s'exonérer de la question climatique. Je ne pense pas qu'on ait la lucidité de la situation à l'égard de la biodiversité. On ne vivra pas hors sol. Alors oui, il y a des gens qui... je ne sais plus, j'en parlais là aussi, Yves Coppens, par exemple, un ami, le père de Lucie. Alors lui, il parie sur l'avenir de l'homme. Il a vu cette humanité tant de fois résister, surmonter les difficultés, les guerres, les maladies, que sais-je, les pandémies, etc. Et puis dans le pire des cas, on ira sur une autre planète. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'on ne peut pas vivre hors sol. Alors, face à ce constat, on connaît aujourd'hui les conséquences très clairement. Il y a l'équivalent du GIEC pour le climat qui s'appelle l'IPBES, qui est un groupe de scientifiques, un groupe mondial, et qui fait l'état des lieux. Et c'est intéressant parce que, pour la première fois, au fond, les scientifiques, c'est assez récent du XXIe siècle, sortent de leur labo pour faire un constat et des recommandations. Vous savez, les scientifiques, c'était un peu comme l'armée, hein, on se taisait, voilà, la grande muette. Non, aujourd'hui, ils parlent et on leur demande
de s'exprimer. Ils sont très, très présents, et c'est une bonne chose, dans les médias. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien, la première cause du déclin du vivant, c'est aujourd'hui l'agriculture intensive, avec notamment son cortège de chimiques, pour faire simple. En Amérique du Sud, c'est du colza, en Asie du Sud-Est, c'est de l'huile de palme, c'est la déforestation, que sais-je encore, c'est l'artificialisation, l'agriculture intensive. La deuxième chose, c'est l'artificialisation, la manière dont l'asphalte et le béton vont ronger les espaces agricoles et naturels. Actuellement, on évalue en France chaque année à 60 000 hectares en 7 ans. C'est l'équivalent d'un département. On est le pays en France qui avons le plus grand nombre de ronds-points, plus de 50 000. Bon, je sais qu'il en faut pour les gilets jaunes, mais en principe, on rigole quand je dis ça. Ah, vous ne m'aidez pas beaucoup, hein ? Bon, mais voilà. Non, plus sérieusement, c'est effrayant. La manière dont le béton ronge, et pour autant, il ne s'agit pas de vivre dans des cabanes, que sais-je encore. Il s'agit de réfléchir à une nouvelle architecture. La troisième cause, l'une des causes les plus oppressantes, c'est les espèces invasives qui vont arriver. Alors c'est aussi bien le moustique tigre que le frelon asiatique. Ça se passe beaucoup en Asie du Sud-Est, hein, les emmerdeurs. Voilà. Là aussi, et donc, voilà, ça c'est une cause importante. Et puis, il y a le réchauffement climatique. Je faisais un reportage il n'y a pas si longtemps. J'avais retrouvé une équipe du CNRS au sud de Toulouse où ils travaillent sur l'impact du réchauffement climatique, notamment sur les sauriens, sur les petits lézards. Et ils ont pu constater une chose incroyable en augmentant les températures et en voyant comment les animaux se comportaient. C'est qu'au fond, globalement, c'est valable pour les lézards, mais ça l'est pour les tortues. Les tortues, par exemple, je sais pas, peut-être plus simple encore, elles pondent des œufs et en principe, il faut 28 degrés, elles le pondent dans le sable ou dans le sol ou dans le fumier. Bon, il faut 28 degrés pour que ça éclose. Au-dessus, si c'est un peu plus chaud, naîtront des femelles. En dessous, des mâles. Bien, avec 2 degrés de plus, il n'y aura plus que des femelles. Et donc, à terme, voilà, les tortues disparaissent. Voilà ce que nous disent les scientifiques. On a pu constater que les végétaux remontaient plus vite que le reste du vivant. On est à 245 km de végétaux qui commencent à s'adapter, qui remontent peu à peu, alors que les oiseaux n'ont évalué en proportion que de 35 km. En revanche, les papillons vont plus vite, ils sont à 145 km. On voit globalement une mutation très violente, parce qu'on est dans un temps finalement assez court. Voyez-vous, la LPO a créé la première réserve maritime de France, la réserve des Sept-Îles, dans les Côtes d'Armor. Et là, il y a des fous de bassin, des macareux qui sont là. On les suit évidemment attentivement depuis 1912. Et on a des données, des chiffres, des bancs. Et là, on constate quoi ? Que les poissons dont se nourrissent les oiseaux remontent de plus en plus à cause du réchauffement. Et par conséquent, les oiseaux sont obligés d'aller faire des voyages toujours plus lointains pour alimenter leurs petits. De sorte que quand ils reviennent, bien souvent, les petits sont fragilisés. Et donc, on voit l'impact du dérèglement climatique partout. J'ai tant d'exemples. Me vient à l'esprit le renard roux, notre petit renard. Il est remonté très au nord, à tel point qu'il a atteint le territoire du renard polaire. Et il y a des images terribles où on voit un renard roux qui tient dans la gueule un jeune renard polaire. Voilà, il y a des compétitions territoriales. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a globalement tous les éléments pour agir. Est-ce qu'on agit à la mesure ? Non. Est-ce qu'on peut agir davantage ? Oui, sans aucun doute. Et
concernant les entreprises, je dois vous dire sans démagogie, c'est pas parce que je parle à une salle du MEDEF que on avance formidablement avec le MEDEF. Avec le président, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Si je suis là, ça n'est pas complètement par hasard. Ce qui était considéré comme l'ami des petits oiseaux il n'y a pas si longtemps, je vous assure, de temps en temps, c'était humiliant parce qu'on avait le sentiment de porter quelque chose d'essentiel comme message. Puis on se voyait retoquer toujours par d'autres priorités. Sans faire d'analogie déplacée, j'ai une amie que j'aime beaucoup, c'est Elisabeth Badinter. On s'entend bien avec Elisabeth. Et une fois, on parlait ensemble et je lui disais, tu vois, Elisabeth, ben, la condition animale, la question animale, elle est comparable à la condition de la femme. Elle n'a pas aimé du tout. Puis elle a du caractère, je pense. Et puis après, bon, ça s'est arrangé. Pourquoi? Mais parce que ce n'était pas faux ce que je disais. On a méprisé au départ la femme de la même manière qu'on a méprisé l'animal. Après, on en a ri. Et puis après, on a comme... Voilà, il y a des analogies. Et c'est extrêmement douloureux d'être témoin d'une pareille injustice. Quand on sait, en plus qu'inévitablement, on en viendra à la raison. On en viendra à la sagesse. Je ne peux pas imaginer que l'homme survive à sa connerie. Voilà. Donc, par conséquent, la raison, la sagesse vont l'emporter. Mais on perd du temps. Ça me conduit donc à parler, je ne voudrais pas être trop long non plus, de la condition animale, parce que je crois que tout est lié. Il y a un très beau discours du chef indien Seattle, de la tribu des Suquamish. On est en 1854 et les Blancs vont lui racheter ses terres. En fait, c'est une façon pudique de dire les choses parce qu'ils vont conduire sa tribu dans une réserve et prendre ses terres. Et le chef Seattle fait un discours admirable, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est si beau. Et il dit, ce qui advient à la bête advient bientôt à l'homme. L'homme n'est pas le tissu de la vie, il n'est qu'un fil. Et chaque fil a son importance. Voilà, il y a un regard qui est porté. C'est cette approche qu'on doit avoir à l'esprit, me semble-t-il. Ce n'est pas quelque chose de méprisable, d'insignifiant, de secondaire. C'est devenu vraiment essentiel. Et la condition animale nous renvoie à notre comportement. C'est Gandhi qui disait on juge l'état d'une nation à la manière dont elle se préoccupe de l'animal. Bon, c'est vrai qu'en Inde, il y avait une attention particulière, mais c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Or, on n'est pas bien à l'égard de l'animal. Quand je pense que, au moment où je vous parle là encore, on continue de castrer les porcelets sans anesthésie, de leur couper la queue sans anesthésie, de leur limer les dents sans anesthésie. Et ça, c'est mécanisé. Alors qu'ailleurs, on fait autrement en Europe. Il ne s'agit pas de mettre l'économie française à genoux pour le bien-être de l'animal. Il s'agit, si ça ne vous dérange pas, de faire comme les autres qui font bien, comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme plein d'autres pays qui ont décidé d'intégrer la condition animale dans leur économie, dans leur stratégie commerciale. Et voilà. De la même façon, quand on fait de l'élevage de volailles, on a besoin de poules pondeuses, mais pas de coqs. Or, les animaux sont tellement préfabriqués maintenant que quand on met au monde des poussins femelles pour pondre, on ne sait pas quoi faire des mâles. Ils ne sont ni faits pour la chair, ni faits pour quoi que ce soit. Alors on les tue. On les tue comment? Dans des sacs plastiques, dans des vis sans fin. Voilà, ça se fait encore de nos jours en France. Et donc, il y a eu des lois, une loi il y a quelques jours encore, qui a pris en compte certains éléments de la condition animale. Ça avance, mais on a laissé de côté encore trop de choses. Je crois qu'aujourd'hui, on a le devoir, chaque fois que possible, de prendre en compte à la fois ce vivant et à la fois cette condition animale. Je pense aussi que la société bouge.
Moi, je ne suis pas végane, même pas végétarien. Je mange quasiment plus de viande, mais peu importe, j'ai l'honnêteté de dire, je ne suis même pas végétarien. Mais quand je prends le TGV et que je vois qu'il y a des menus véganes, c'est pas pour faire plaisir à quelques passagers quand le train n'est pas en grève. Là aussi, on rigole. Non, mais sérieusement, si on met des menus véganes à la SNCF, c'est qu'il se passe quelque chose. Eh bien, je crois que souvent, les élus, voire certaines entreprises, je ne sais pas, ne voient pas la société bouger. Les véganes sont des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, ne sont pas les enfants de la SPA. Ils n'ont pas été manipulés d'une manière ou d'une autre. Simplement, c'est leur droit, ils sont interrogés sur leur rapport au vivant. Et ils concluent ainsi qu'ils ne veulent pas faire de mal aux animaux. Je trouve qu'ils font, je les connais pas mal, plutôt pas de prosélytisme. C'est-à-dire qu'ils mènent leur petite vie. Il y a, on va dire, une quinzaine d'années, vingtaine d'années, quand on a vu les premiers végétariens arriver, ils étaient un peu plus emmerdeurs. Qu'est-ce qu'on va lui faire à dîner à celui-là? C'était épouvantable. Que les véganes, je ne sais pas comment ils se débrouillent, les véganes, mais je trouve qu'ils mènent leur petit bonhomme de chemin, quoi qu'il en soit. Ce qui a d'important, c'est de constater que la société bouge. Et quand on voit des entreprises à mission, moi je fais partie du comité mission du groupe Yves Rocher, on réfléchit à cette démarche, moi je suis bouleversé de bonheur. Voilà, c'est peut-être un mot fort, mais c'est formidable. C'est un choix, mais colossal pour une entreprise d'être à mission. C'est revisiter complètement ses fondamentaux pour être en conformité avec cette société qui bouge, avec cet avenir qui se dessine. Et je crois que la société en question, elle comprend de plus en plus là où il y a du positif, là où il y a de l'espoir, et elle se dirige vers voilà, cette manière d'entreprise qui s'épanouit de façon un peu nouvelle. Je le crois très sincèrement. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Peut-être il faut toujours donner la parole à quelqu'un d'autre pour conclure. Ça, vous êtes sûr de ne pas terminer sur un échec. Et donc, c'est Einstein, non mais plus sérieusement, c'est Einstein qui disait « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » J'ai l'impression qu'au MEDEF, on regarde et on n'a pas l'intention de laisser faire, et c'est une bonne chose. Je vous remercie. Parfait. Une question, si Oui, vous le permettez, au bien moins sûr. une. Aujourd'hui, s'agissant de la biodiversité, non pas du réchauffement climatique, mais de la biodiversité, y a-t-il des axes, des pistes que les sur lesquelles les dirigeantes et les dirigeants pourraient réfléchir et peut-être agir? Alors, c'est toute la difficulté. Je suis président du COS, du Conseil d'orientation stratégique de la Fondation sur la recherche pour la biodiversité, c'est-à-dire tout simplement le Muséum d'histoire naturelle, l'INRA, le CNRS, enfin, tous les établissements publics qui s'occupent de biodiversité, et on a tenté de répondre à cette question. La difficulté pour l'entreprise, c'est le manque d'indicateurs. Il y a de la bonne volonté, mais il y a une diversité extraordinaire dans les types d'entreprises. Et autant, j'ai envie de dire qu'il est facile d'agir pour le climat, autant il est difficile de le faire pour la biodiversité. Le climat, d'abord, on a conscience des événements qui malheureusement s'accélèrent et s'intensifient. On en est tous témoins, plus seulement à la télé ou ailleurs, on le voit avec les sécheresses, les inondations, que sais-je. Et puis en face, on a des réponses, qu'on soit citoyen, collectivité, entreprise, grands décideurs. On peut faire de l'économie d'énergie, de l'isolation thermique, du covoiturage. Donc on analyse le problème et on a des réponses. Vous prenez la biodiversité, mais si l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou le gypaète barbu disparaissent, vous n'êtes même pas au courant.
peut-être saviez-vous pas que ça existait, ces espèces. Et puis en face, vous faites quoi? Vous faites un refuge LPO? Ben, c'est pas évident, ça ne suffit pas. Alors, on a eu l'idée, et je vous le livre, de faire un travail avec le MEDEF et l'Office français de la biodiversité. On va sortir au printemps prochain un MOOC où on va proposer aux entreprises des capacités d'action, d'intervention en fonction de leur nature, de leur singularité, de leur taille, etc. Et globalement, on travaille vraiment beaucoup, toutes les équipes ensemble. On espère qu'au moins, parmi toutes les propositions faites, chaque entreprise pourra avoir une capacité d'action. Elle se retrouvera dans une potentialité d'action en faveur de la biodiversité. Voilà, ça va sortir au printemps prochain. On travaille encore dessus et ça sera un outil à la disposition de vous tous. Monsieur Alain Bourin-Dubourg, merci beaucoup. Merci énormément.